Bonsoir à tous, bienvenue sur Tolkienville, sur la chaîne de l'assaut Tolkienville. Je suis Eka et normalement vous avez l'habitude de me voir avec plus de Bonsoir gens, à mais cette tous, fois-ci j'ai la chance d'avoir Simon de l'assaut qui viendra nous parler de ses recherches sur un sujet en particulier. Alors il faut savoir que Simon c'est un grand amateur de cartes chez nous, c'est un peu notre Mister Cartographe, c'est un peu notre en dessous des cartes personnelles. Euh, Aujourd'hui, on a décidé de s'attaquer à aux représentations un peu de la Terre du Milieu, en tout cas sur une manière cartographique. Et c'est pour inaugurer en fait un nouveau format d'émission où on va recevoir des gens de l'association qui ont envie de parler de leurs projets, de leurs envies, sur le plan un peu plus tolkienien en termes de recherche et de faire des exposés, des mini-conférences, hein, comme on aime les appeler entre nous. C'est vraiment des conférences au sens propre. Voilà. Donc Simon, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore? Oui, bah alors, donc je suis Simon. En fait, c'est vrai que ça fait, quelques années que je m'intéresse aux cartes, et donc j'ai écrit effectivement, quelques articles sur le sujet. Voilà, donc je commence, c'est ça? Ouais, si tu veux, enfin comme tu veux, pour le coup. Là, c'est toi qui dicte le flow. Moi, j'interviendrai au fur et à mesure. Très bien. Bah, déjà Antoine, voilà, je voulais te remercier de présenter cette émission, de l'animer. Je voulais aussi remercier, Arena à la technique. Et puis bien sûr, donc je voulais, remercier l'association Tolkienil en fait qui me donne l'opportunité de présenter ce travail. Alors en fait, c'est un travail qui a été, qui a donné lieu en fait à un article qui est publié, sur le site Tolkienil dans la section essais, donc je mettrai le lien à la fin. Voilà, donc en fait, c'est ce soir, donc je vais vous parler de, la Terre du Milieu, en fait, sur notre globe. Alors, il est possible de situer la Terre du Milieu sur le globe terrestre et donc c'est le sujet que je vais aborder ce soir. Alors Antoine, n'hésite pas donc à m'interrompre pour me poser des questions Hmm. si ce n'est pas clair du tout. Ouais. Alors, donc le point de départ, en fait, de ces recherches, c'est tout simplement, donc lorsque, en fait, j'ai vu en fait, ce globe là de chez Columbus en fait, donc Columbus, c'est un fabricant de globes terrestres, et donc il a aussi fabriqué donc un globe, de la Terre du Milieu, donc qui a été illustré par John Ho. Donc vous le voyez en fait à gauche là, donc c'est un très joli globe, donc un très beau, très bel artefact. Alors simplement, moi je comment dire? J'ai aucun problème avec ce type de produit, ce produit dérivé, mais alors c'est quand j'ai lu la description, du site. Donc il disait: Columbus propose un globe qui projette le monde de la saga des Anneaux sur un globe terrestre selon, les dernières recherches tolkieniennes. Donc ça, c'est ça qui m'a un peu choqué, qui m'a fait, bondir de ma chaise, puisque, en fait, comment dire? Cette carte n'est pas du tout, enfin ne correspond pas du tout aux données, que l'on possède, aux données factuelles que l'on possède sur la Terre du Milieu, sur la Terre du Milieu du Seigneur des Anneaux et sur les indications données par J.R. Tolkien. Alors là, par exemple, pour regarder le globe, on s'aperçoit que grosso modo, en fait, la baie de Belfalas est située sur l'équateur, et vous voyez que la baie de Fort-Rochelle, en fait, est très au nord. Heu, Plutôt vers l'Arctique du donc coup, ça hein, enfin plutôt vers c'est ça, l'Arctique. exactement, exactement, et donc en fait, ça correspond pas du tout, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite, ça correspond pas du tout aux données factuelles. Alors par ailleurs, en fait, il y a pas que Columbus qui propose des globes ou des représentations, de la Terre du Milieu sur un planisphère, donc il y a plein d'autres gens qui ont fait ça. Alors donc j'ai trouvé un très joli globe là fait par, Neil Kellefsen, qui a publié son travail sur DeviantArt. Donc c'est un globe qui en fait, donc il l'a fait je crois pour l'anniversaire de son frère, et vous voyez que en bas là sur le socle, en fait, il y a l'inscription de l'anneau. Donc c'est très, très joli. Alors par ailleurs, donc sur le globe lui-même, en fait, il a repris la carte je crois que c'est Alan Curles, donc qui a été publié dans l'encyclopédie de David Day, Hmm. et bon, qui est vraiment, pour le coup, extrêmement fautif. Bon, ça on le sait, mais voilà. Mais en tout cas, comment dire? Ce globe-là me pose pas de problème puisque dans la description, l'auteur s'amuse pas à nous dire que ça a été créé suivant Ouais. les dernières recherches, quoi. C'est ça qui m'avait un peu choqué. Alors, Dernière recherche donc que tu vas nous venons-en. exposer. Dernière recherche que tu vas nous Voilà. exposer.
Ouais, alors je précise quand même que c'est pas un sujet nouveau, c'est-à-dire que ça fait vraiment très longtemps que les gens réfléchissent, en fait, à la taille de la terre du milieu sur le globe. Je suis pas le 1er à avoir fait ça, je serai pas sûrement le dernier, mais, c'est vraiment un sujet qui est c'est pour ça qu'en fait j'avais déjà des connaissances sur ce sujet, enfin ça a déjà été, bien étudié. Donc alors, donc je vous ai mis ici à gauche un schéma, qui représente la carte du Seigneur des Anneaux. Alors de la première édition, c'est-à-dire de l'édition de 1954, puisque en fait c'est l'édition, qui possède donc, comment dire? La plus haute dimension verticale. En fait, il faut savoir que, la carte que l'on connaît le mieux, qui est en fait c'est donc notamment celle qui est publiée dans le Seigneur des Anneaux français, de chez Bourgois, en fait, c'est la carte qui a été, publiée, dans les années 80 dans Contes et légendes inachevées. Et en fait, la carte que l'on connaît le mieux, c'est une carte dans laquelle, en fait, on a coupé la partie nord et la partie sud. Donc moi, j'ai repris ici la Ok. carte du Seigneur des Anneaux de 54. Donc ce que vous pouvez voir, en fait, en bas à gauche, c'est une échelle de distance. Donc c'est-à-dire que, grâce à cette échelle graduée de distance, la on peut connaître en fait les dimensions du territoire qui est couvert par la carte. Donc si on s'amuse à faire ce petit calcul, donc sachant qu'en vertical la carte donc fait, 2000 miles, donc on a 3200 kilomètres environ, et en horizontal, idem donc, 1775 miles vont donner à peu près 2900 kilomètres. Donc on voit déjà que ici le territoire couvert est considérable, heu et en fait, alors considérable oui et non parce qu'il a en fait à peu près la taille de l'Europe. Ce qui est pas très grand, hein, Heu, par rapport à l'échelle de notre monde à nous quand même. Et sachant que oui, ça c'est n'occupe ça, qu'une petite partie de la Terre du Milieu, ce n'est même pas la moitié en réalité. oui, tu as raison. En fait, normalement, la carte, enfin, la disons que la carte des Contes et légendes inachevées possède un cartouche, en fait, dans lequel il est écrit que c'est l'ouest, de la Terre du Milieu. Donc tu as tout à fait raison de préciser que c'est vraiment une petite partie, de la Terre du Milieu. Alors maintenant, lorsque, en fait, on a un territoire aussi vaste à cartographier, donc ça pose quand même des problèmes pratiques, en termes de, comment dire? De passage en fait du planisphère, enfin du plan, au globe, et donc en fait c'est ce qu'on appelle le problème de la projection. Bon, donc c'est un problème en fait qui est bien connu, un problème, hem, donc enfin comment dire? Un peu technique, mais c'est l'idée qu'en fait comment dire? On ne peut pas, la surface du globe peut pas être, aplatie, facilement pour être représentée sur un plan. Donc on a besoin d'opérations mathématiques, qu'on appelle une projection. Hem, bref, tout ça pour dire donc qu'il faut quand même prendre quelques précautions en fait pour passer de la c'est ça que je veux dire. Il faut prendre des précautions pour passer, de la carte au globe. Et d'ailleurs, Voilà, donc je j'irai pas non plus. c'est un problème qu'on retrouve dans la majorité des projections cartographiques, hein. Enfin, c'est que l'échelle qu'on vous donne et la projection, en fait, sont jamais finalement complètement, accurate ou claires parce que, par exemple, quand on les étudie en classe, les projections, qu'elles soient de Mercator ou d'autres, changent complètement notre manière de voir la planète et la taille, en fait, des les dimensions des continents. Oui, c'est C'est un ça peu pareil là, effectivement j'ai la l'impression. projection. Alors, ouais, alors la projection de Mercator, elle est connue pour, par exemple, augmenter, enfin, de manière fictive, la taille du Groenland alors qu'il devient énorme. Donc ça, c'est vrai, tu as raison, en fait. Il y a si la projection est mal choisie, ça peut entraîner des problèmes de perception de la masse continentale. Alors moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est que donc sur cette carte, en fait, sur la carte du Seigneur des Anneaux, on a à la fois une échelle graduée en bas à gauche et une rose des vents en haut à droite. Et en fait, comment dire? C'est impossible d'avoir les 2 en même temps, sur une vraie carte, issue d'un globe terrestre. C'est impossible. On peut pas à la fois garantir que le nord soit tout le temps vers le haut et d'avoir une échelle graduée. Et d'ailleurs, je signale que les échelles graduées sont toujours valables en certains points, mais pas en tous les points de la carte. OK. C'est Alors le bordel du coup. mais non, tu vas voir, je vais essayer d'être clair et limpide. Tu vas voir, c'est très simple. Donc alors commençons par la latitude. Hem, donc en fait, enfin, l'hypothèse qui est tout à fait raisonnable, c'est de supposer que Hobbitville, donc que je vous ai mis ici par un point rouge sur la carte, en fait, est situé à la latitude d'Oxford. Et donc, alors c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est donc Tolkien qui s'est exprimé là-dessus. Alors il a déclaré donc, enfin il a écrit,
Si l'on place Hobbitville et Fort-de-Val à peu près à la latitude d'Oxford, alors Minas Tirith voilà, devrait se trouver à 1000 km plus au sud, à peu près à la hauteur de Florence. Les Bouches de Landuin et de Pélargir devraient se trouver à la latitude de l'ancienne Troie. Donc, ce qu'il faut juste retenir, en fait, c'est qu'ici, on va placer Hobbitville à la même latitude qu'Oxford. Alors, pour rappel, donc, les latitudes, en fait, ça concerne, sur le globe, ça concerne les parallèles. Et ici, on va faire une hypothèse qui est quand même raisonnable. On va dire que les horizontales sur la carte sont des parallèles. C'est-à-dire qu'ils sont tous. Enfin, les horizontales sont tous à la même latitude. Et c'est ce que dit Tolkien, en fait. Il dit qu'Hobbitville est à la même latitude que Fort-de-Val, parce que les deux points sont sur la même horizontale. Ouais. Alors, c'est effectivement ce que j'ai mis ici. Donc, par exemple, en fait, sachant que Oxford est à la latitude de 51,75 degrés nord, en gros, tu vois, si on monte en fait de 100 miles, par exemple, on atterrit sur la latitude de 53,15 degrés nord. Donc, je veux dire par là, c'est assez facile et assez robuste en fait de trouver les latitudes sur la carte, hein, une fois qu'on a la latitude de départ. Donc, je vous ai mis voilà la petite formule pour ceux qui aiment les maths. Il faut prendre RT, c'est le rayon de la Terre. Il faut prendre un rayon de la Terre moyen parce que en fait la Terre, bon, c'est un géoïde, donc c'est une patatoïde, donc qu'on approxime en fait par un ellipsoïde. Bon, bref, je passe les détails. Bon, mais en tout cas, on peut retrouver comme ça les latitudes. C'est ce que j'ai fait. Donc, vous voyez que donc la carte, elle va de la latitude nord, c'est 59,35 degrés nord en haut, et en bas, c'est 30,31 degrés nord. Donc voilà, ça cale bien les latitudes. Alors maintenant, la longitude, c'est un peu plus compliqué. Tout simplement parce que Tolkien, en fait, n'a jamais parlé de longitude. Alors, ce qu'il disait quand même, c'est que il disait que Minas Tirith est à peu près à l'altitude de Ravenne, mais à 900 miles à l'est de Hobbitville et plus près de Belgrade. Alors, donc ça, c'est des informations comment dire, qui ont été publiées récemment. Je crois que c'est en 2018, c'est ça, je me rappelle plus. Mais bon, en tout cas, donc sur une carte annotée de Pauline Baines, qui avait fait un poster, voilà, et un poster connu, et Tolkien. Donc ils ont annoté la carte, et donc Tolkien a mis des annotations. Bref, et donc en fait, le truc, c'est que si on s'en tient exactement à ce que dit Tolkien, en fait, Hobbitville tombe aux Pays-Bas, donc en termes de longitude, hein, je veux dire, si on essaie voilà, de faire ce travail-là. Alors en fait, il se trouve que finalement, il n'aimait pas trop cette idée, Tolkien, que le comté pardon, soit aux Pays-Bas, puisque donc il a écrit le comté. C'est ça, le comté a pour modèle l'Angleterre rurale et aucun autre pays au monde. Et encore moins peut-être de tous les pays d'Europe, la Hollande, voilà, les Pays-Bas, donc qui est totalement différente par sa topographie. Voilà, donc c'est clair que donc ce que j'ai fait et ce qui me semble raisonnable, c'est de prendre en fait comme en fait le comté d'Oxford, c'est un comté de l'Angleterre, du centre de l'Angleterre. Donc je pense que ça correspond à l'idée que Tolkien se faisait du comté, et donc je prends pour principe que le Hobbitville en fait est à la longitude de Oxford. Ok. Donc ça me semble tout à fait raisonnable. Oui. Alors maintenant, c'est son choix personnel du coup à Tolkien lui-même. C'est son choix de mettre. Par contre, en effet, le fait que Minas Tirith soit situé un peu entre Ravenne, un peu entre Florence, enfin, dépendamment si tu prends la longitude et la latitude, du coup, ça en fait plutôt comme une cité italienne, donc très éloigné quand même du modèle que représente Minas Tirith, où on s'imagine quand même comme une grosse forteresse médiévale, très européenne, enfin Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, plutôt France. ouais, par contre, je crois que, enfin, en Gondor, Dolomros est proche des Florentins, non, je crois. Ok. Oui, Dolomros, oui. De mémoire. Dolomros, oui. Mais c'est beaucoup plus au sud, déjà. En Gondor, ouais. Alors maintenant, donc pour la longitude, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on suppose que les méridiens sont des verticales, ce qui est quand même assez intuitif, je pense. Donc on a un méridien de départ, de référence, qui est celui d'Hobbitville, qui est en fait celui d'Oxford, à 1,26 degrés ouest. Alors maintenant, comment placer les autres? Alors c'est là où il y a quand même une petite précaution à prendre, puisque j'ai fait le petit schéma, tu vois, en bas de la Terre. Donc en fait, lorsque on se déplace vers le nord, en fait, le même écart de longitude produit sur la Terre une distance plus petite. Tu vois, donc par exemple, à l'équateur, on parcourt 346 miles avec un
un écart de 5 degrés, et puis quand on se rapproche du pôle, ce qui est logique, mais les distances deviennent de plus en plus courtes. Et à la limite, quand tu te trouves à 90 degrés nord, bah, du coup, tu fais 0 miles de distance. Donc tu vois, on Ok. voit qu'en fait, tu vois, la distance parcourue dépend de la latitude. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai pris que la distance, on va dire de référence, enfin l'échelle de la carte, elle n'est valable qu'à la latitude de Hobbitville. Voilà, donc Ah. j'ai supposé que tu vois, cette échelle graduée n'était valable qu'à la latitude de 51,75° nord. Mais du coup, ça fausse tout en fait dans les calculs en fait en termes de. Enfin, si tu ne compares que sur la ligne d'Hobbitville, tu peux avoir donc après, t'as quand même le point le Bah, plus à l'est. Donc tu vois, t'as une distance quand même assez raisonnable de la carte. Mais c'est vrai que le reste, si la latitude n'est pas la même, ça fausse un peu quand même tes calculs, quoi. ouais, en fait, alors c'est un choix, comment dire? C'est un choix, raisonné dans le sens où, en fait, j'aurais pu prendre tu vois, la distance en plus bas, enfin, heu, mais bref, vu que c'est un chemin, en fait, qui parcourt le chemin de Hobbitville à Hmm. Forne-de-Val, je me suis dit que bon, c'était raisonnable, que Tolkien, en fait, tu vois, il applique la bonne échelle à cette Ok, latitude-là. Moi, c'est ça que je me suis dit. ok, oui. Et Mais c'est en tout cas, tu as arrangé tout à fait raison. parce que ça reste sur la même latitude. C'est arrangé parce que ça reste sur la même latitude. Oui, c'est ça. Ce qu'il faut réaliser, ce qui est un peu dur à réaliser, en fait, quand on fait tout ce travail cartographique, c'est que si tu te déplaces plus bas, la même distance produira pas la même, longueur. Donc au niveau, par exemple, effectivement, de Minas Tirith, la même longueur sur la carte ne produira pas la même distance, quoi. Donc ça, c'est un peu étrange, mais c'est comme ça. On n'y peut rien, et donc je vous ai mis, la formule ici pour ceux qui aiment les formules, donc qui est un peu plus compliqué, heu, que la latitude. Bon, la formule est un peu plus compliquée, mais bref, je l'ai mise pour référence, pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc résultat, bah, en fait, on a récupéré finalement, toutes, les longitudes et toutes les latitudes de la carte. Donc les méridiens sont des verticales, comme je le disais. L'échelle n'est valable qu'à la latitude de Bitville, et en fait, c'est ce qu'on appelle une projection équirectangulaire. Donc voilà, c'est un type de projection particulier. Donc il y a ceci de particulier qu'en fait les méridiens suivent les verticales et les parallèles suivent les horizontales. Donc pour les novices, enfin pour les gens qui sont pas trop, là-dedans, bah, c'est quand même facile à comprendre. En tout cas, bilan de l'affaire, donc en termes longitude, donc quand on est à l'ouest de la carte, on est plutôt à 30,3° est, et quand on est à À l'ouest. À à l'ouest, excuse-moi, j'ai dû me tromper. Voilà, on Ok, est à 11,5° ouest. Bref, ok. donc tout ça, en fait, nous a permis de caler, en fait, de caler la carte sur le globe, finalement. C'est ça que je vais montrer tout de suite. Alors, on peut faire un petit travail amusant de comparaison, en fait, de la Terre du Milieu, donc que j'ai su avec l'Europe. Donc je l'ai superposé, tu vois, j'ai essayé de Hobbitsville, faire c'est pas Hobbitsville à Oxford, du coup, voilà, et exactement. Minas Tirith doit être a priori entre Florence et Ravenne. Et là, malheureusement, il tombe, je crains, dans l'océan, enfin dans la mer Ouais, Adriatique, vers c'est ça? l'Atlantique. Ouais, c'est ça. Voilà. Ou même En un tout petit cas, il peu est sur le pas continent. Ouais, un petit peu sur les côtes. Je crois que c'est la Bulgarie ou la Macédoine, je crois, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, non, non, dans les Balkans. tu déjà dans le Ah, Mordor là, mais bon. ah oui, ah oui, c'est vrai. Oui, oui, si je compte sur la pointe, c'est vrai qu'on est directement dans la mer. Ok. Ouais, donc tu vois, tu peux faire ce petit travail-là, et en fait, on s'aperçoit que finalement, tu vois, le sud, enfin le bas de la carte, en fait, bah, en gros, c'est au niveau du Maroc, et puis le haut de la carte, c'est au niveau de la Suède, donc Et le Rohan on sera sûrement pas. se situe en sud-est. Le Rohan se situe en sud-est français, du coup, et pas en Bretagne. Oui, tout à fait. Alors justement, voilà, donc j'ai essayé de zoomer, en fait, voilà, on peut comparer maintenant, la terre du Milieu et la France, donc c'est assez sympa de voir qu'effectivement, bah, le bout de la Bretagne est situé en Ered Lindon du sud. Heu voilà, nos amis suisses, en fait, ils sont, du côté de Fangorn, donc c'est assez sympa. Alors ceci étant dit, tu vois, ça permet de se rendre compte un peu des distances parcourues par les personnages dans le Ouais. roman et des distances de la carte, quoi. C'est vrai qu'on réalise pas trop, les distances assez considérables, en fait, qui sont mises en jeu, ouais. Surtout après la Parce que tu vois que séparation les du Nedway, comté, enfin, après la séparation dans les montagnes bleues et quand ils sont obligés de quitter la Moria et qu'il y en a qui vont au sud, il y en a qui vont plutôt très vite, enfin, très à l'est, en réalité, en termes de latitude. Je pense à Frodo et Sam, tu vois, par exemple, eux, ils partent directement vers l'est, là où Aragorn, Merry, Pipin,
Gimli et Legolas vont plutôt vers le sud, vont plutôt vers Fangorn, vers l'Isengard en réalité. Et déjà, ça change les distances Euh, assez considérablement. oui, oui. En fait, je pense que ce qui fausse un peu comment dire, la perception, c'est le choix en fait de Christopher Tolkien, parce que c'est lui qui a dessiné la carte en fait. Mm. C'est son choix en fait d'avoir des symboles semi-figuratifs ou même figuratifs. Les montagnes, on voit des petites montagnes, des petits arbres. Alors du coup, on a l'impression qu'on est quasiment, enfin que c'est des petites, enfin c'est des grandes échelles du coup. Non, excuse-moi, je confonds tout le temps petites et grandes échelles. Mais bref, en tout cas, tu vois, on a l'impression d'être, enfin, qui parcourt de petites distances. Donc ça remet un L'Espagne peu. n'existe pas chez Tolkien. Hein. L'Espagne n'existe pas. Enfin, la Terre du Milieu n'est pas espagnole. En tout cas, ça, je crois qu'il y a un tout petit bout à peine. Bah, tu sais, Ok. après, ça dépend vachement de la longitude de référence, enfin, Oui. des points de référence que tu prends et de la projection que tu prends. Hein. Tu peux décaler tout le monde. Enfin, tu vois, l'Espagne peut vite se retrouver en Gondor. Hein. Pas de C'est souci vrai. là-dessus. Ouais, c'est Ok, vrai. bah alors voilà ce que ça donne. Donc là, maintenant, on a un peu la réponse, quoi. C'est-à-dire que bah, l'ouest de la Terre du Milieu sur le globe, voilà ce que ça donne. Alors ici, donc on a ce qu'on appelle la Terre en projection orthographique. Donc c'est une projection qui permet en fait de visualiser la Terre comme si elle était vue de l'espace, et donc de bien se rendre compte des dimensions. Alors j'ai utilisé pour faire ce travail du logiciel qui est totalement gratuit et disponible, qui s'appelle GProjector, qui est vraiment sympa. On peut vraiment s'amuser avec. Voilà, mais en tout cas, la conclusion elle est très claire. Tu vois, on est très très loin de l'équateur, puisque le bas de la carte est à 30 degrés nord. On est très très loin de l'équateur et aussi on est très loin du cercle polaire arctique. Enfin, alors pas si loin que ça, mais en tout cas on est. euh, Pas trop, quoi. je- Enfin, Fort Rochelle, c'est un non, peu plus au sud quand même, quoi. pas trop, mais ceux qui placent Fort Rochelle, tu vois, au pôle Nord, c'est pas ça non plus, quoi. Non, on sait ce qu'il y Bref, a au pôle Nord pour Tolkien. On sait ce qu'il y a au pôle Nord. C'est le Père Noël et ses lettres, notamment. oui, c'est vrai. Voilà, donc voilà une Ok. autre vision un peu de la Terre du Milieu qui occupe finalement la même surface que l'Europe. Donc on voit qu'effectivement le globe de Columbus est carrément dans les choux, quoi, si j'ose dire. Mhm. Et du Euh, coup, l'histoire voilà. du Hobbit avec du coup Bilbo et Bard, enfin Lac-Ville, c'est quand même assez au nord en réalité. Quand même sur une Euh, longitude très. tu vois, alors je reviens sur la carte ici. Ouais. Là, Lac-Ville, on est après la forêt de Grand-Peur, on est quand même pas très loin des états satellites des anciens états satellites de l'URSS. On n'est pas très loin de Biélorussie, on n'est pas très loin de Lettonie, de l'Estonie, de Lituanie, quand même. C'est Mais assez marrant, tu vois, genre de reprocher ça. Parce que du coup, tu pourrais faire une interprétation de la Terre du Milieu, très européenne, certes, mais en tout cas, tu vas très orienté sur chacune des cultures. Les Rohan, les Rohirrim, très français, les montagnes. Pas très sud français en réalité, même plutôt, tu vois, qui s'exprime en langue doc, quasiment. ouais, ouais. Là où t'aurais enfin l'ouest de la Terre du Milieu qui serait l'Europe de l'Est, un peu slavique. Et ça serait assez intéressant en fait de donner un peu cette consistance-là, mais je crois pas que Tolkien soit allé jusque-là, en tout cas pour les peuples de la Terre du Milieu, à part la différence homme moindre, homme de Numénor et la différence Rohirrim, Gondoréen. Je pense pas qu'il est. Et après, évidemment, les hommes du Sud hein, qui se trouvent enfin, en réalité dans la mer. Voire même Ouais. un peu en Europe, quoi. La Grèce, c'est le Mordor. Je vois. Donc pour moi, les gens Ouais, qui c'est vrai. placent Barad-dûr à Paris ne savent pas de quoi ils parlent, en réalité. Bon, là, je te laisse la responsabilité de tes propos. Hein. Bah évidemment. Euh, ok, alors, donc voilà, donc j'ai placé la Terre du Milieu sur le globe. Bon, alors les choses malheureusement sont pas aussi simples que ça, puisque en fait, on va dire, il y a une perspective interne, c'est-à-dire que finalement, cette histoire de globe, ça peut dépendre de l'âge considéré, et ça dépend aussi de l'histoire externe, c'est-à-dire de la vision de Tolkien qui a évolué au cours du temps. Donc c'est ça que je vais maintenant montrer. C'est-à-dire que, alors, premier point. Oui, déjà, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, bon, on a placé l'Europe, enfin, pardon, la Terre du Milieu sur le globe, mais quid du reste du globe? Tu vois, on pourrait se poser la question. Y a-t-il des éléments concrets, tu vois, pour placer, finalement, quelle était l'intention de Tolkien sur le reste du globe? Est-ce qu'il y avait
d'autres masses continentales, etc. Bon, ça c'est une question. Alors pour y répondre, il faut aller un peu plus dans le détail. Effectivement, l'histoire interne et l'histoire externe. Alors du point de vue interne, en fait, il faut comprendre que, et notamment dans le Silmarillion publié, donc la Terre est un globe après la submersion de Numénor seulement. Donc en fait, au premier âge et au début du second âge, en fait, la Terre du milieu est considérée comme un monde plat avec la Lune et le Soleil qui orbitent autour, en fait. Et ce n'est que lorsque Numénor est détruite, engloutie, que en fait, pour les Valar, en fait, pour un peu, je dirais, punir les hommes, c'est ça. Enfin, alors, en tout cas, ils vont changer. Oui, parce qu'en fait, Ar-Pharazôn, effectivement, il convoitait finalement la L'immortalité Valinor. il convoitait l'immortalité des Eldar et les terres immortelles, en réalité. C'est ça, exactement. Donc en fait, les Valar, pour voilà, mettre comment dire, loin en fait de la convoitise des hommes, en fait, ils décident de séparer Valinor de la Terre. Et la Terre, en fait, elle devient ronde à ce moment-là. Euh, donc ça veut dire qu'en fait, l'aspect globe, enfin en tout cas la forme d'un globe, ne peut être prise dans ce cadre-là que, tu vois, à la fin du deuxième âge ou au troisième âge seulement. Oui, parce Donc là, pour le qu'avant coup, la Terre est plate. Parce qu'avant la Terre c'est c'est un ça, disque. exactement. C'est exactement ça. Alors par ailleurs, il faut savoir que donc Tolkien a quand même évolué au cours de sa vie sur cette vision, et en fait, au milieu des années 40, il va changer un petit peu d'optique, enfin de point de vue, c'est-à-dire que il trouvait que en fait tout ça c'était un peu trop mythologique, parce que c'est vrai que en fait le Seigneur des Anneaux, il y avait l'éruption finalement du roman, je dis pas réaliste, mais enfin du roman avec tu vois, des éléments effectivement réalistes. Et donc il souhaite, je pense, pour pour les histoires du Silmarillion, ils souhaitent là aussi avoir un cadre plus réaliste. Et donc, dans ce cadre-là, ils décident qu'en fait la Terre est ronde dès le départ, quoi. C'est-à-dire que Ok. euh, voilà, en fait la Terre serait ronde dès la création du monde. Et donc c'est vrai que ça change un petit peu la perspective, mais du coup ça veut dire que la Terre est un globe dès le début de la création. En tout cas, que Voilà, donc Hyrule tu vois. l'aurait conçu comme un globe. Oui, c'est ça, exactement. Et d'ailleurs, comment dire, Tolkien, il se demandait, enfin, il se posait des questions sur les connaissances des elfes. Tu vois, est-ce que les elfes, finalement, se mentent à eux-mêmes en disant que la Terre est plate? Enfin, voilà. Il y avait cet aspect Oui. aussi. Qu'est-ce que c'est ces histoires de Terre plate? Est-ce que c'est les hommes qui ont mal compris ce que disaient les elfes? Enfin, voilà, il y a tout cet aspect-là. Ça pourrait être fun Donc, en il a changé. réalité. Ça pourrait être fun de dire que en fait, les elfes ont des connaissances limitées malgré leur lien à la planète. Enfin, parce qu'ils sont profondément liés à ce monde, alors que et que du coup, en fait, de par leur nature, les seconds-nés questionnent, interrogent et dépassent, en fait, in fine, les connaissances des elfes. Mais je pense pas que Tolkien ait prévu que les hommes réussissent à dépasser sur le champ scientifique ce que savent faire les elfes, mais ça aurait pu être intéressant, je pense. Ouais, pas à ma connaissance en tout cas. Non, non. Ouais, alors du coup, donc je vais maintenant en fait m'attarder sur la forme du monde en fait avant les milieux des années 40 et après les milieux des années 40, puisqu'il faut distinguer les deux périodes de la vie de Tolkien. Donc avant le milieu des années 40, en fait, on dispose d'une carte en fait qui s'appelle la carte 5 de Lambert-Kanta, donc qui a été dessinée dans les années 30. Donc en fait, cette carte, elle est assez connue, elle a été publiée dans L'Information de la Terre du Milieu. Donc, et dont Bourgois a refait d'ailleurs en 2021 récemment Édition. une réédition, hein. Voilà, si je ne me trompe pas, une réédition. Donc on peut trouver la carte dans cet ouvrage. Alors la carte, on la voit, je l'ai mise ici. Donc qu'est-ce qu'on voit finalement? On voit que en fait la Terre du Milieu est sur une masse continentale au centre, avec une péninsule au sud qui ressemble beaucoup à l'Afrique. On aperçoit au nord le Beleriand, en fait, avec tu vois, les montagnes du nord, les montagnes de fer, je crois, on les appelle, avec la mer d'Elkar aussi. Donc, on a en fait, comment dire, Tolkien a dessiné finalement les autres continents, avec des terres sombres, Darkland au sud, Valinor à l'ouest bien sûr, et puis les terres du soleil, je crois, ils les appellent les terres du soleil Oui, brûlées ou quelque ok. chose comme ça. Bah, c'est pas Euh, l'endroit d'où viendraient les hommes en réalité, c'est pas la terre, le berceau d'origine des hommes, Illidorienne, je crois. La terre des hommes. non, 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 l'île d'Orient, c'est vraiment plutôt côté Asie, moi je pense. Ok, ok, ok. Ah, fun. C'est à mon... Parce que tu vois, à mon avis,
Tolkien a été influencé par les découvertes scientifiques, je pense, si tu veux, avant que les anthropologues, comment dire, pensent que, Positionne que l'homme, ouais, enfin que la race humaine apparaît en Afrique. ouais, et bien avant, il le positionnait en Asie, ça c'était dans les Ok. années 20-30, donc il a peut-être été influencé là-dessus. Mais en tout cas, île d'Orient, ça se trouve plutôt à l'ouest là, du Ok. continent principal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on dispose d'informations, tu vois, sur le reste du globe. Donc, on pourrait tout à fait s'amuser finalement à compléter le globe avec la Terre du Milieu. Et donc, c'est ce qu'a fait Karen Winfostad en fait La pour son meilleure de atlas. toutes. La meilleure de toutes, Et oui, comme et oui. cette dame. Cette dame, on lui doit beaucoup, Alors, qu'on soit clair. ouais, elle a fait un superbe atlas, alors qui a été traduit en français, donc ça c'est merveilleux, et qui a été illustré par Stéphane Arson. Donc, bref, c'est un ouvrage majeur pour tous les Tolkienophiles que je conseille vraiment fortement. Donc je vous ai mis d'ailleurs à droite là, les deux couvertures. Il y a la première édition en couverture noire et la deuxième édition en couverture rouge. Bref, en tout cas, les illustrations intérieures sont superbes, ont été réalisées par Stéphane Arson. En fait, Stéphane Arson, il a réalisé finalement un travail de comment dire, pas de recréation, mais De cartographie, parce que il a réalisé un vrai travail de en fait, cartographie. en fait, il devait respecter quand même certaines contraintes. Il ne devait pas tout déformer, mais il a enjolivé, quoi. Il a vraiment Hmm. fait un bon travail au niveau graphique. C'est vraiment modernisé, voilà. C'est le mot que je cherchais. Tu vois, il a bien modernisé tout ça, donc c'est superbe. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Finalement, Fonstad, elle a, euh, elle a profité en fait de la carte de l'Embarcanta qu'avait dessiné Tolkien pour créer une sorte de terre du milieu, enfin en tout cas un globe composite. Alors c'est pas un Ouais. globe, excuse-moi, parce que du coup c'est terre plate. Oui, Donc c'est un elle a planisphère. inséré. Oui, c'est ça. C'est un peu dur à réaliser, mais en tout cas, tu vois, elle a inséré ce qui va devenir la Terre du Milieu qu'on connaît au Troisième Âge. Elle l'a inséré au milieu du continent. Et donc c'est très, enfin c'est composite parce qu'effectivement dans les années 30, Tolkien n'avait pas encore inventé le Seigneur des Anneaux. Donc Oui. finalement, elle fait une sorte de travail de recréation, voilà. Donc c'est un travail, comment dirais-je, ouais, de composition en fait. On prend des sources différentes, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne sait pas bien ce qu'aurait voulu Tolkien finalement à la fin de sa vie, et surtout Non. par rapport à ce que je vais dire juste après, hein. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est voilà, on dispose d'informations sur le reste du globe. Alors maintenant, donc après le milieu des années 40, comme je disais, en fait, Tolkien change un petit peu d'optique, et donc cette fois-ci, donc la Lune et le Soleil ont été créés avec la Terre. La Terre est sphérique dès son origine, donc comme voilà, comme on le considère, enfin Comme chez nous, quoi. aujourd'hui, c'est ça exactement. Et puis Arda, en fait, c'est la Terre dans le système solaire, donc il y a des planètes aussi, etc. Euh, Et là, c'est donc sa volonté en de mettre fait, un cadre plus réaliste, du coup, de l'auteur, quoi. oui, c'est ça exactement. Alors il a beaucoup travaillé en fait sur ces aspects, notamment dans, enfin c'est ce qui ressort de The Nature of Middle-earth, où en fait, par exemple, il écrit que donc c'est un ouvrage, oui, pardon, récent qui est sorti en 2021, édité par Carl Stetter, donc qui est, enfin il y a beaucoup d'inédits dedans. Pas que, mais beaucoup d'inédits, des fragments aussi, beaucoup de fragments de texte. Alors du coup, il déclare, voilà, nous sommes en 1960 du 7e âge. Donc déjà, tu vois, il imagine une continuité des âges, c'est-à-dire que tu as le premier âge, le second âge, le troisième âge, quatrième, etc., jusqu'au 7e âge dans lequel nous Qui sommes. serait le nôtre, Et ouais. donc, c'est ça exactement. Et il imagine des hommes qui seraient entrés en Beleriand il y a 16 000 ans. Ok. Donc en fait, cette continuité historique euh, fait penser qu'il y aurait continuité géographique. Et d'ailleurs, Oui. ça se confirme avec d'autres citations, c'est-à-dire notamment dans un entretien en fait avec Henri Resnick qu'il a eu donc en 1966. En fait, voilà, euh, Resnick lui demande alors qu'y a-t-il à l'est de Rune et au sud du Harad. Tolkien répond alors Rune est le mot elfique pour est, l'Asie, la Chine, le Japon et toutes les choses que les gens considèrent comme éloignées. Et le sud du Harad, c'est l'Afrique, les pays chauds. Donc voilà, en fait, finalement, la Terre du Milieu, telle que Tolkien s'imaginait un peu vers la fin de sa vie, c'est une Terre du Milieu, enfin c'est notre globe finalement, mais dans un temps mythique, tu vois, dans une époque très éloignée, un temps mythique où il y avait des elfes, des nains, etc. Donc c'est vraiment notre Terre à nous, quoi, à une autre époque. Pareil, donc en 1959, donc en fait Tolkien écrit que la Terre du Milieu est en fait l'amas de terre qui relie l'Europe, l'Afrique, l'Asie, donc ce qu'on peut appeler, je crois, le continent eurasien, mais encore plus parce qu'il rajoute l'Afrique.
Avec donc ça, c'est notamment des les textes régions avec la région du Maghreb notamment. Enfin, ça se voit que c'est quand même un peu le bassin méditerranéen, un peu l'Europe du Nord, l'Europe de l'Ouest, qui sont très présents dans ces histoires. De, L'Europe très orientalisée de la Russie, notamment, est quand même assez éloignée. C'est vrai que l'Arabie Saoudite n'est pas présente. Enfin, tu vois, il l'appelle l'Afrique, mais en réalité, c'est surtout les territoires du nord de l'Afrique qui sont représentés. Si on reprenait ta représentation de la Terre du Milieu de tout à l'heure, c'est surtout l'Afrique du Ouais, Nord, alors l'Égypte, le Maroc qui sont représentés, et les pays d'Afrique centrale et d'Afrique subsaharienne sont très très éloignés de ces contingences. bah, franchement, tu fais bien de parler du Moyen-Orient parce que j'ai un élément à te proposer juste après. Donc, tu as très bien Vas-y. fait d'en parler. Ça me fait une super transition, puisque en fait, sur un document en fait qui est daté de 1948 à peu près. Donc, en fait, tu vois, c'était un brouillon de texte. Donc, il y a deux couches de texte. Il y a une couche de texte au craie à papier, une couche de texte à l'encre, et avec le texte à l'encre, en fait, il y a un petit schéma de la Terre. Et donc, c'était, en fait, jusqu'à tout récemment, c'était finalement un document inédit. Donc, et ce qu'on s'aperçoit en fait ici, c'est que Tolkien, finalement, bah, comment dire, il imaginait la Terre, enfin, comment dire, il imaginait sa Arda comme finalement ressemblant Notre... beaucoup à la Terre. Ok, ouais, notre monde. D'ailleurs, Bah ouais, parce il y a une partie très à droite, enfin très à gauche, pardon. Ce serait pas nos voisins américains? ah, ah. Alors, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que, évidemment, ça, comment dire, si on assimile la Terre du Milieu, enfin l'Ouest de la Terre du Milieu à l'Europe, Béléguer à l'Atlantique, donc on aurait tendance à dire que finalement Valinor c'est l'Amérique. Et ça, tu as tout à fait raison. Euh, donc c'est quelque chose qui n'a pas échappé à Tolkien et donc il en a, enfin comment dire, il a réfléchi à la question, hein. Donc alors petit rappel quand même. Donc après la submersion de Numénor, en fait, les elfes, lorsqu'ils se rendent en Valinor, en fait, empruntent ce qu'on appelle la voie droite. Et donc ils empruntent les bateaux qui se trouvent sur la côte ouest. En fait. Oui, c'est ça. Ils empruntent, ils vont voir Círdan. Et puis Círdan leur dit prenez ce bateau et hop, ils partent, hein. Et alors ce qui est assez sympa, c'est que Tolkien décrit le processus. Donc c'est un bateau en fait qui disparaît sur l'horizon mais qui rapetissent, tu vois, et bon, c'est assez étonnant. Mais en fait, ils se rendent en Valinor, quoi. Alors par contre, Ok, pour les autres, ouais. ben, c'est un peu la déception, donc tous les autres, les humains, etc., ben, lorsqu'ils prennent le bateau, hop là, finalement, comment dire, ils prennent pas la voie droite, mais ils font le tour du globe, quoi. Ils sont sur des mers, enfin, ils sont sur la mer, sur les océans du globe. Donc, et notamment, alors Tolkien l'écrit, enfin, on parle en 1954 dans une lettre à Naomi Mitchison. Donc, alors il dit quoi, voilà, la route vers l'ouest était ouverte, mais ne menait nulle part, et elle ramenait au point de départ. Donc pour les humains. Donc ça fait beaucoup penser évidemment à Christophe Colomb et au fait que, bah, comment dire, certains navigateurs, voilà, voulaient traverser l'océan pour voir ce qui se trouvait de l'autre côté, ou en tout cas trouver des routes maritimes pour faire le tour de la Terre peut-être. Donc ça fait penser à notre Terre à nous. Et puis même Euh, la manière dont on conçoit Arda, enfin qu'on conçoit Aman comme un paradis perdu, c'est un peu aussi l'idée qu'avaient les premiers, enfin les premiers explorateurs européens de l'Amérique, à savoir que voilà, ils avaient trouvé l'Éden et que c'était le retour au paradis originel, en réalité. ah oui, d'accord, oui. Ah oui, oui, intéressant. Alors dans un texte de 1959, donc Tolkien est plus. Alors c'est quand même des notes, comment dire, très laconiques. Enfin, il écrit quasiment en réfléchissant. Donc voilà, en tout cas, il se questionne sur l'assimilation de Valinor à l'Amérique. Donc il écrit voilà, y a-t-il retrait ou destruction d'Aman lors de la catastrophe? Voilà, cette terre était physique. Par conséquent, elle ne pouvait pas être retirée sans rester visible en tant que partie d'Arda ou comme un nouveau satellite. Elle doit ou bien demeurer en tant que masse de terre privée de ses anciens habitants, ou bien être détruite. Donc je pense maintenant qu'il est préférable qu'elle reste une masse de terre physique. Et donc, tu vois, il écrit l'Amérique entre parenthèses, Ok. avec un point d'exclamation. Donc Donc probablement là, en 59, il fait son choix. Il dit Aman, c'est l'Amérique.
Ouais, en tout cas, je pense que sur le moment, il était content de sa trouvaille, mais peut-être les choses sont pas vraiment aussi claires, comme toujours avec Tolkien. C'est-à-dire que, alors, regardons le dernier passage que j'ai relevé là. Donc, c'est dans un entretien Ouais. avec Denis Guéroux de janvier 65. Donc, il dit: Le monde avait toujours été un vaste globe, et les gens pouvaient naviguer tout autour, découvrir qu'il était rond. Et bien sûr, si Numénor a été submergé, le paradis terrestre retiré, alors ensuite, vous pouvez naviguer jusqu'en Amérique. Donc, en fait, pour moi, ça me fait penser que, tu vois, tout est ouvert. C'est-à-dire que Valinor peut être l'Amérique. C'est-à-dire que la Valinor physique peut être devenue l'Amérique physique avec le Valinor, comment dire, elfique qui était retiré, ou alors le Valinor elfique était pas au même endroit que l'Amérique et a été retiré. Enfin, tu vois, je pense que les deux Ouais. possibilités sont tout à fait ouvertes. En gros, un sixième Malheureusement, continent. En gros, un sixième continent qui aurait été disparu ou enfin qui aurait disparu de notre surface, soit un cinquième qui se serait transformé ou qui aurait. En fait, du coup, si on prend la première théorie, qui serait que Valinor était une masse physique et qui serait devenue l'Amérique, où sont passés les elfes, où sont passés les Maillards, où sont passés les Valar, où sont passés les Jardins de Lorien, etc. Où sont passées les constructions. Après, le temps fait généralement œuvre d'effacement. Mais c'est vrai que je ne sais pas laquelle des deux je préfère. Tu sais quoi oui, tu vois. regarde, dans le chat, dites-nous laquelle vous préférez. Est-ce que pour vous, c'est mieux que Valinor soit l'Amérique telle qu'on la connaît, enfin le continent américain, les deux Amériques telles qu'on les connaît aujourd'hui et qui auraient été marquées par les elfes, mais ces elfes et les Maillards et Valar auraient disparu, ou bien alors ça serait le modèle plutôt secondaire, à savoir un sixième continent qui aurait été emporté ou détruit par un cataclysme, etc. Dites-nous, dites-nous. Vas-y, Simon, je te laisse continuer, hein, t'inquiète. Oui, j'ai quasiment terminé. Ce que je voulais dire, c'est que donc ces entretiens-là, qui sont vraiment très intéressants, ont été publiés dans un numéro hors série, donc de l'Arc et l'Homme numéro 2. Donc en fait, dans ce hors série, vous avez 3 entretiens en fait avec J.R. Tolkien, et c'est vraiment, enfin comment dire, on l'entend presque en fait. C'est vraiment, je trouve c'est très vivant en fait la façon dont il parle de la Terre du Milieu, et surtout il expose ses conceptions à lui. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Euh, Et ils sont super bien retranscrits voilà. aussi. Oui, par nos amis et collègues de Tolkienil, et surtout par Vivien que l'on salue bien sûr, Druss. Voilà, on le salue s'il nous regarde. Évidemment. Je pense que oui. Voilà, en tout cas, si vous l'avez pas déjà, achetez-le vite. Grave. Et les autres aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Je fais un peu de réclame, mais bon, voilà. Évidemment. Bref. Non, je fais de la réclame parce que celui-là, je l'aime beaucoup, donc c'est pour ça. Je me Oui, oui, permets de oui. faire de la réclame. Je trouve que c'est un des meilleurs des hors-série. Je préfère le 4, mais c'est vrai que j'adore celui sur les conversations. Voilà, écoute, j'en ai terminé. C'est-à-dire qu'ici, ça clôt en fait la discussion sur est-ce que Valinor est l'Amérique, est-ce que l'Amérique existe sur le En globe termes de milieu. en Terre du Milieu. Bon, c'est un débat qui reste ouvert, je crois. Donc voilà, en conclusion, le globe de Columbus et d'autres ne correspondent pas aux indications factuelles de la carte du Seigneur des Anneaux et aux déclarations de J.R. Tolkien. Donc avec quelques hypothèses qui me semblent simples et relativement robustes, on peut positionner la Terre du Milieu sur le globe et s'assurer qu'elle a la taille de l'Europe et qu'elle n'a pas une dimension délirante. Donc c'est ça, moi, que j'appelle les recherches tolkieniennes. C'est-à-dire, voilà, on regarde un peu les textes, les déclarations de Tolkien, et puis et les On a cartes fait surtout. Ouais, évidemment. Voilà. Alors évidemment, on sait où est la Terre du Milieu, mais malheureusement pour le reste du globe, c'est moins clair. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le globe, enfin Arda, devrait être très proche de notre globe à nous, mais quoi qu'à une époque reculée. Donc il faut quand même tenir compte de cette temporalité, enfin du temps qui a passé, comme tu disais, qui a effacé les traces, etc. Donc ça, faut en tenir compte. Et puis donc l'Amérique, à mon sens, et je crois que tu seras d'accord avec moi, c'est qu'elle doit être présente. Mais par contre, est-ce qu'on peut identifier Aman ou pas, je ne sais pas. Voilà, et donc si vous voulez en savoir plus ou revenir sur les éléments que j'ai exposés, donc je vous encourage à aller voir l'article que j'ai écrit, je vous ai mis le lien. Merci. Voilà, merci à toi Simon. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à nous les poser, que je puisse les lui donner, sachant qu'on en a déjà quelques-unes.
Alors attendez, Ah. je reviens au chat. Merci la régie pour les liens de Simon sur le travail. Et n'hésitez pas aussi à acheter l'Arc et le Home 8 sur le Seigneur des Anneaux, dans lequel il a écrit un article sur la carte du Rohan et du Gondor, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça, Notamment. Rohan, Gondor et Mordor, ouais, exactement. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Tous les ors, à part le Rohan, du coup. Alors, en première question, alors déjà il y a Anastasie qui nous dit qu'elle aimerait bien acheter le globe. Bon, après ça reste un joli objet. Ça reste un joli objet. Qu'on soit clair, C'est quand vrai. même. Allez, je reviens au premier. Je vais revenir donc ouais, pour montrer. C'est vrai que c'est un bel objet quand même. Et dessiné par John Woo, donc c'est pas mal. Oui, tu vois, genre je me dis, franchement, dans ma salle de classe, ça pourrait être rigolo de l'avoir. Et qu'on fasse une comparaison entre les deux globes, du coup. Alors, attends, je regarde. Non. Alors oui, Garion de Discord posait la question du coup sur un élément qui a priori est un peu difficile à placer, mais où serait situé l'Elkar Axé? Alors, l'Elkar Axé. Très très bonne question. Bah, il serait situé très au nord. Peut-être avec la projection, après, ouais. Parce qu'a priori. Entre le Groenland. Ouais, là. Entre le Groenland et la Suède, tu vois, ou quelque chose comme ça. Bah, c'est vrai que c'est beaucoup plus au nord que la baie de Ferrochel, normalement, l'Elkar Axé, quoi. Enfin, le Beleriand est quand même beaucoup plus au nord que la Terre du Milieu. Non, alors attends, oui, ça je peux répondre, mais plus précis, c'est-à-dire que en fait, là, c'est la Terre du Milieu au 3e âge. Donc, en fait, l'Elkar Axé n'apparaît que dans les légendes du 1er âge, donc lorsqu'il y a le Beleriand. Et le Beleriand, en fait, il se trouve plutôt, tu vois, au sud, enfin, à l'ouest des montagnes bleues, ça c'est clair, et voilà, et au sud de l'Islande. Donc, il se situerait, tu vois, par ici. Donc, vous voyez ma souris, on voit ta souris. Ouais, c'est voilà, donc en fait, le Beleriand se trouvant ici, donc en fait, grosso modo, le pont de glace de l'Elkar Axé devrait se situer quelque part par là. Ah, ça rejoint la théorie comme quoi, enfin, tu vois, il y a une proximité peut-être avec Valinor parce qu'on ne sait pas la distance entre Valinor et le Beleriand. Ah bah. On ne sait pas la distance réelle. Tu vois, genre ça. Non, t'as raison. Ouais. Oui. Bah, c'est un océan qui les sépare. On peut l'assimiler à l'océan Atlantique, clairement. Oui, c'est un oui, océan oui. immense. La Et tu vois, genre Bélégaire. peut-être que ça aurait reculé, peut-être que l'Amérique serait un peu plus à l'est que la situation actuelle, etc. Et que du coup, avec les différentes submersions, les plaques tectoniques les auraient rapprochées pour donner notre monde actuel. Ça serait une hypothèse qui serait valide avec les différentes submersions. Enfin, Héroux, il a quand même la main lourde quand il décide de changer la topographie de la Terre du Milieu. Ouais, c'est vrai. Alors attends, j'ai un élément aussi à donner, c'est que en fait, comment dire, le passage de l'Elkar Axé par les elfes, Tolkien donne, je crois, une durée de 100 ans, enfin, c'est des durées qui sont énormes. Par exemple, si tu prends les voyages d'Amundsen au pôle Sud et de Scott au pôle Sud, ça dure pas 100 ans, quoi. C'est vraiment des. Donc je pense que sur certains points, quand même, Tolkien, il n'était pas non plus, tu vois. Après, les 100 ans, c'est pour la geste épique, tu vois. Ils sont immortels, ils peuvent prendre leur temps. Ça reste très difficile à traverser. Tu en rajoutes. Oui. Tu en rajoutes. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que. Pas grave. C'est littéralement les Hébreux qui traversent le Sinaï en 40 ans. Alors qu'en un mois, t'aurais pu régler l'affaire, quoi. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a quand même pas mal. Enfin, il y a l'Itena donc qui a participé à revisiter la traduction de Pauline Loquin des Contes et légendes inachevés et d'autres ouvrages. Et je vous recommande aussi la chaîne Twitch de l'Itena qui est vraiment cool, notamment qu'elle fait du Baldur's Gate. Elle préfère la deuxième option. Elle préfère quand même de dire que que l'Amérique aurait quand même changé, aurait disparu quand même. Et Kélébrian qui nous ajoute que pour notre réalité, c'est Pharazôn qui a réussi à conquérir Valinor et du coup on est foutu. Bon, on sait pas. Pas trop de questions encore. Est-ce que moi je trouve que c'est quand même assez clair. En fait, ça pose plein de questions sur la relecture de la Terre du Milieu qu'on en a. Et je trouve ça chouette, tu vois, d'utiliser les données cartographiques là-dessus parce que je pense que c'est un peu le cheval de bataille qu'on doit avoir aujourd'hui
en tant que, c'est de montrer que la Terre du Milieu, c'est pas une lecture simple. Au contraire, c'est quelque chose de très complexe, très dense, très vaste, qui est quand même le fruit de pratiquement 2 vies humaines, voire plusieurs maintenant si on compte les nombreuses recherches tolkieniennes qui existent. Et en fait, tu vois, genre le travail que tu as fait de replacer un peu la Terre du Milieu en te basant sur les travaux de Tolkien, mais en montrant que il y avait quand même une différence géographique assez intéressante entre les différents territoires, tu vois, ça nous permet de réactualiser notre lecture et notre vision de la Terre du Milieu. Et ça, je trouve ça cool. Tu vois, ok, les Hobbits, c'est une caricature un peu du monde anglo-saxon. Enfin, une caricature, j'abuse, mais c'est un peu la description du monde anglo-saxon idéal de Tolkien, de ce monde rural. Mais de montrer, par exemple, voilà, les cavaliers du Rohan comme des gens du sud français ou du nord espagnol, c'est super intéressant, tu vois, de se dire qu'ils sont très proches de l'Italie et que pourtant en fait ils sont très distants en termes de culture, que les montagnes bleues ça fait un peu en fait cette chaîne, un peu un massif montagneux similaire aux Alpes mais en beaucoup plus étendu. Tu vois, la forêt noire du coup ça serait la forêt pratiquement la forêt noire allemande en réalité. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Là où Fangorn, intéressant à retrouver. Quelle forêt dans notre monde correspondrait à Fangorn? Donc une forêt suisse en réalité, vu que c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais, enfin, c'est parce qu'il y a, comment dire, il y a conjonction des deux, mais tu vois, par exemple, si tu essaies de respecter un poil plus ce que disait Tolkien, quand même, tu places le comté aux Pays-Bas, donc Oui. finalement, tout à coup, Fangorn se retrouve plutôt en Hongrie, je pense, tu vois, donc bon, c'est Oui, plus une projection, à mon avis, thématique que réellement cartographique pure, quoi. Après, c'est difficile vu qu'on n'a pas toutes les données, en réalité, d'avoir une projection thématique, une cartographie. Oui, c'est ça. En fait, Tolkien était vraiment loin de, comment dire, pas de comprendre, mais de saisir les enjeux de la question de la projection. En fait, les gens normaux, finalement, quand ils regardent une carte, ils s'occupent pas non plus de ces détails-là. Donc, Tolkien aussi, c'était pareil. Alors, je précise quand même qu'au niveau des climats, enfin, parce que donc Tolkien réfléchissait beaucoup en latitude et en climat, ça correspond tout à fait. Enfin, je veux dire. C'est un peu une méthode anglo-saxonne, ça, en réalité, de réfléchir comme ça. Bon, de ce que je sais quand même de la géographie, la manière dont ils traitent leur géographie, notamment leur géographie paysagère, c'est quand même une manière très anglaise de réfléchir comme ça. Après, attends, ça me fait penser à un truc. Regarde, tu vois, le territoire est tellement vaste finalement que Sauron, il a du mal à trouver les petits hobbits, tu vois, parce que il envoie 9 cavaliers pour parcourir toute l'Europe entière pour trouver un petit territoire. Alors, je rappelle quand même que le comté, ça fait 2 départements français côte à côte, hein, donc c'est pas plus que ça. Donc, tu vois, t'imagines, les cavaliers, ils ont du boulot, quoi. Et puis surtout, enfin, alors, il y a quand même ce que dit Tolkien, c'est-à-dire que c'est plutôt de dire en fait que Sauron a quand même des espions, normalement, dans toute la Terre du Milieu, Ah oui, qui sont censés lui être fidèles. Donc, normalement, il les envoie pas à l'aveugle. Après, c'est vrai que, quand même, en effet, envoyer 9 gus, même magiquement améliorés dans 2 départements français, c'est un peu long, quoi. Bah ouais. Alors, Celebrian dit, ça reste de toute façon difficile impossible de faire des associations systématiques. Vous parlez du Rohan plus tôt et il y a dans la culture plus de rappels de Saxons, et si je me trompe pas, et c'est vrai, en effet, la culture Rohirrim est très marquée par la culture anglaise, en fait, enfin, par la culture pré-médiévale anglaise en soi, avec justement les arrivées saxonnes, leur esthétique, leur manière d'être des chevaux, enfin, leur manière d'être à cheval, leur armement, etc., est quand même très très marqué saxon, nord de la Germanie, sud des trois de la Suède. Alors, c'est vrai. Mais justement, ce qui serait intéressant, c'est de sortir de ce que Tolkien veut, parce que Tolkien fait un peu comme C.S. Lewis, à savoir un micmac d'influences différentes, et justement d'essayer de relier à la Terre du Milieu avec cette idée-là. Et justement, ça change les représentations. Et c'est ça que je dis qui est fun. C'est de dire qu'on change un peu les représentations et de faire un peu différemment. Mais après, ça c'est mon avis. Mais oui, en effet, c'est très difficile de dire, bah voilà, est-ce que les Gondoréens dans nos têtes ressemblent
ressemblent à des Florentins ou des Ravenois. Ouais. Bon, Non, mais j'irai pas jusque-là. Mais l'image mentale est intéressante à convoquer. Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est une remarque, ok, les Brian. Pas de souci, merci d'en faire déjà. Voilà, bah, je trouve que c'est un super exposé, Simon. Merci beaucoup merci, pour tout ce travail. merci à toi. Je t'en prie. Arena, dans mon oreillette, est-ce que tu peux me dire si on a des annonces à faire? Ah oui, si, on en a. Euh, oui, c'est vrai. Alors, non, alors, vous savez quoi, je vais même vous le chercher, j'arrive. Pour vous le présenter, c'est quand même plus sympa. Aïe. Il était là. Hop là. Alors, vous avez notre nouvelle publication qui est sortie, qui est l'Archélo-Mute. Je le montre bien à la caméra. Normalement, on devrait bien le voir. Pardon. Voilà, il est beau. Couverture dessinée, et on dit 1000 fois merci à Stéphane Arson pour son travail sur la couverture que je trouve qui est très chouette. Justement, ça évoque. Donc, sur le thème du Seigneur des Anneaux, voilà, il fallait attendre quand même pratiquement 10 ans pour qu'on publie un truc sur le Seigneur des Anneaux. Je trouve ça génial. Du coup, plein d'articles, donc notamment de Arena, donc Anastasie qui est à la régie sur un guide de publication, des publications françaises du Seigneur des Anneaux, donc pour vous aider à trouver la meilleure édition qui vous convienne. Simon qui a réalisé donc son article sur le Gondor, le Mordor et le Rohan, enfin Rohan, Gondor, Mordor. Il y aura par exemple l'article de Marie Bretagnol que vous avez déjà vu sur nos antennes, notamment pour les live Ring of Power, qui a traité des illustrations de la reine Maghrette II, qui est très chouette aussi. Donc ouais, commandez-le. N'hésitez pas à nous retrouver aussi en salon pour pouvoir le commander, ça vous évite les frais de port. Et nous, ça vous fait toujours plaisir de vous voir. En parlant de salon, j'avais zappé ça. Mais on va avoir de très très beaux salons. On en aura 2. Donc Tolkien Deal sera présent à Troll et Légendes à Mons en Belgique, avec notamment Arena qui sera là-bas. Oui, Arena qui sera là-bas. Et Simon et moi-même, vous pouvez nous retrouver au Salon Fantastique à Paris, donc au Parc Floral de Vincennes. Et ça va être très très chouette. Donc faut pas hésiter à venir nous faire coucou, à venir discuter Tolkien. On a plein de jeux, on aura la démonstration de calligraphie elfique. Généralement, c'est assez chouette. Oui, Simon, il peut dédicacer. Et moi aussi d'ailleurs, parce que c'est moi qui l'ai co-dirigé. Donc on peut se le faire signer. On peut vous le signer. Il n'y a pas de souci. Et en effet, Anastasie Arena va pouvoir dédicacer aussi le sien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller à la track des dédicaces. C'est quand même un exercice assez fun. C'est marrant. Ah oui, d'accord, Anastasie. Ça marche. En termes de sortie, du coup, on a une annonce qui est que Tolkien sort chez Folio. Voilà. Le Seigneur des Anneaux sort chez Folio en 3 tomes séparés en poche avec les illustrations de Tolkien sur les couvertures. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a, je crois, en termes de sortie. Ouais. Bah, pour l'instant, on n'a pas encore d'infos là Enfin, on sait qu'elle sort au mois de mai, mais on n'a pas d'infos sur à quoi elle ressemble, etc. Mais n'hésitez pas à vous à vous rapprocher de nous sur nos réseaux qui sont tous sur le Discord et aussi les réseaux qui sont présents sur Twitch. Donc merci une fois à Simon de nous avoir prêté son temps et son exposé qui était vraiment très chouette. Merci à toi, c'était très fun. Et puis voilà. Alors, en petite date pour la chaîne Twitch, restez connectés à la fin du mois d'avril parce que nous aurons une autre discussion conférence sur un sujet que j'ai très envie de voir et qui va être très fun. Donc, je tease, mais ça va être bien. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à toi, Simon. Et
n'hésitez pas à être connectés pour nos prochaines actualités. Bye bye. Ciao.